Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Lionel Cardon, qui est connu pour être un criminel français qui a été l'ennemi numéro 1 en France en 1984. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement comme d'habitude, éteindre vos lumières et une fois que vous êtes prêts, c'est parti. Lionel Cardon est né le 6 janvier 1958 à Honfleur. Il a un frère et deux sœurs et ses parents sont divorcés. Je n'ai malheureusement trouvé aucune information sur son enfance, son adolescence, toute son histoire familiale. La seule chose que je vais vous lire, c'est une petite citation d'un article dans Le Monde. Il parle comme dans un film de Michel Audiard. Ça tombe bien, son histoire a tout d'un polar. Celle d'un petit braqueur qui allait devenir dans les années 80 l'ennemi public numéro 1. C'est fou. Je suis pourtant Capricorne ascendant Balance, mais je ne parle pas, sourit-il. Mon grand-père résistant a été déporté à Buchenwald, c'est peut-être pour ça. Cardon a passé une formation de mécanicien et il a visiblement commencé sa carrière criminelle assez jeune, par des vols, suivis ensuite d'une trentaine de cambriolages. À 20 ans, en 1978, Lionel Cardon est condamné à 10 ans d'emprisonnement pour vol à main armée par la cour d'assises de Nanterre. Voici comment il est décrit en 1981 par l'expert psychiatre Sven Follin. Il apparaît surtout comme une personnalité très immature, très disharmonique, avec des éléments caractériels, des éléments d'anxiété et même de tendance dépressive sur le fond, entraînant chez lui des réactions assez vives, de type fuite en avant, de catastrophe, avec même le goût du risque. Lionel Cardon ne souffre pas de pathologie psychiatrique. Il est intelligent mais dit émotif, tendu. Dans le rapport de 1981, il est écrit « Cet homme est à la recherche du bénéfice immédiat, quels que soient les risques ». 6 ans après le début de son emprisonnement en mai 1983, il peut sortir grâce à une libération conditionnelle. Le 11 octobre 1983, François-Xavier Harand est retrouvé assassiné à son domicile. Il a été ligoté et bâillonné dans sa baignoire, puis étranglé avec un câble électrique. Dans la maison, ni argent ni bijoux n'ont été dérobés, rien n'a été volé, mais sa femme, Aline, a disparu. Son corps sera retrouvé 17 jours plus tard dans un fossé, dans un bois près de Nevers, à Pousselange. Elle a été exécutée d'une balle à bout touchant dans la poitrine. Depuis sa disparition, très régulièrement, de l'argent a été retiré avec le chéquier et la carte bleue d'Aline Harand, et presque tous les jours, quelqu'un téléphone et parle de rançon. L'enquête progresse rapidement. Signalement et description des témoins, relevé des empreintes dans la maison des Harand, tous les indices semblent indiquer la culpabilité de Lionel Cardon dans le meurtre des époux médecins. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1983, Lionel Cardon, qui roule à moto à Paris, est arrêté par 2 policiers motards, place de la Concorde, à cause d'un feu arrière défectueux. Cardon n'ayant aucun papier d'identité sur lui puisqu'il est en cavale, les 2 policiers ne le reconnaissent pas et ils lui demandent simplement de l'accompagner jusqu'à la fourrière et l'escortent à moto. Au départ, Cardon coopère, mais soudain, il prend la fuite et il est alors pris en chasse par les 2 motards. Alors qu'il a réussi à semer l'un des 2 policiers, la course-poursuite se termine au bois de Boulogne lorsque le brigadier Claude Auchard rattrape Cardon et que les 2 chutent de moto. Cardon tire alors 2 balles dans le cœur du policier puis s'enfuit dans le bois. Rapidement après ces événements, Lionel Cardon contacte l'agence France Presse pour nier son implication dans la mort du couple Harand et pour invoquer la légitime défense dans le meurtre du brigadier Claude Auchard. Criminel Cardon qui, par téléphone, se défend d'être le meurtrier. Il n'y a rien à voir sur le déroulement. Comment ça s'est déroulé. Le 24 novembre 1983, aux alentours de 9h, Lionel Cardon débarque au cabinet de Nicole Dreyfus, avocate, au 59 rue Nicolo dans le 16e arrondissement. Elle n'est pas choisie au hasard puisque Dreyfus était l'avocate partie civile lors de son procès en 1978.
Lionel Cardon force Nicole Dreyfus à passer un appel à Annette Kahn, une journaliste qui avait écrit un article sur Cardon qui avait déplu aux criminels, pour la faire venir au cabinet sous un faux prétexte. Il prendra ensuite en otage les 4 femmes présentes, à savoir l'avocate, la journaliste et 2 secrétaires. Mais des voisins, alertés par le comportement étrange de Cardon, ont entre-temps alerté la police qui encercle les lieux. La prise d'otage va durer plusieurs heures, voire presque une journée, pendant laquelle Lionel Cardon, complètement désespéré, va envisager le suicide, mais à force de négociations, Nicole Dreyfus va réussir à le convaincre de se rendre. Cardon est arrêté et incarcéré, et il est surnommé le tueur au foulard blanc par la presse. Se tient tout d'abord son premier procès à Paris pour le meurtre du brigadier Claude Auchard et pour la prise d'otage rue Nicolo. Verdict, Cardon est reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité le 16 avril 1986. Arrive ensuite le second procès pour les meurtres du couple Aran qui débute le 1er décembre à la cour d'assises de Bordeaux. Lionel Cardon fait ce jour même une tentative de suicide. Vers 5h du matin, il aurait tenté de se trancher la gorge avec une lame de rasoir, ce qui va interrompre le procès pendant une dizaine de jours. Lorsque le procès reprend, Cardon nie toute responsabilité dans les meurtres. Il prétend qu'il était effectivement présent au moment des faits, mais qu'il n'est pas l'assassin, et il désigne un couple nommé Isabelle et Patrick qui n'a jamais pu être identifié. Les experts psychiatres l'auraient alors décrit comme brisé, désespéré, pathétique. Finalement, le 14 décembre, il est reconnu coupable du meurtre d'Aline Aran, mais seulement de complicité pour le meurtre de son mari Jean-François, bien qu'aucun complice n'ait été véritablement identifié. Il est alors condamné une deuxième fois à la perpétuité, avec une période de sûreté de 18 ans. Incarcéré, Lionel Cardon va faire plusieurs tentatives de suicide ainsi qu'une grève de la faim. Il aurait tout tenté et tout raté selon ses propres dires, et ça c'est quelque chose que j'ai noté dans tout ce que j'ai pu lire et entendre à propos de lui. Il y a vraiment une espèce de tendance à l'autodépréciation qui revient très régulièrement. Pour l'administration pénitentiaire, par contre, il est un véritable cauchemar. Il se bat avec les surveillants et il est transféré très régulièrement. J'ai fait toutes les centrales du pays. C'est ce qu'on appelle le tourisme carcéral. On peut dire que je suis un centralien, commentera-t-il plus tard. Et le parcours criminel de Lionel Cardon ne va pas s'arrêter là puisqu'il va ensuite tenter de s'évader de la prison de Fresnes avec un codétenu le 1er mai 1989 en allant sur les toits, et ils seront récupérés dans la nuit par les hommes du raid après plusieurs heures de négociations. Puis le 15 octobre 1991, il prend en otage un gardien avec un couteau de cantine à la maison d'arrêt de Saint-Maur et il demande à rencontrer un haut responsable du ministère de la Justice. Finalement, il relâchera son otage et acceptera un transfert vers une autre prison de la région parisienne. En 1995, après sa 4e tentative d'évasion, Lionel Cardon passe un deal avec la DAP, c'est-à-dire la direction de l'administration pénitentiaire, qui est en gros de se calmer, d'arrêter de tenter de s'évader, en échange de quoi il est autorisé à monter sa propre salle de boxe et à commencer à pratiquer cette discipline. À ce moment-là, son avocat Pierre Blasi déclare « C'est un changement radical, depuis, il n'a plus été violent ». Cette passion pour la boxe, elle va visiblement assagir Lionel Cardon qui s'y adonne pleinement. « Je serais mort aujourd'hui sans elle, elle m'a sauvé la peau. J'ai vu tellement de gars qui ont été étouffés par la haine. Moi je n'ai plus de ressentiment, c'est destructeur. J'ai eu la chance de ne pas mourir de haine. » En octobre 2012, après 33 années d'incarcération et grâce à ses efforts de réinsertion à travers le biais du sport, Lionel Cardon bénéficie d'un régime de semi-liberté, c'est-à-dire qu'il est autorisé à sortir de la prison la journée, mais qu'il doit y rentrer pour dormir la nuit. Il souhaite alors s'établir en tant qu'entraîneur sportif et ouvrir sa propre salle de boxe près de Toulouse. Malheureusement, ce projet ne pourra pas aboutir à cause de son casier judiciaire. C'est peut-être suite à cette désillusion, à la perte de ce projet auquel il tenait tant, que le côté impulsif de Lionel Cardon va réapparaître. Il est impatient, il a du mal à accepter le fait que son statut, très respecté à l'intérieur de la prison, ne soit pas du tout le même une fois à l'extérieur. Pour réaliser son rêve ou même pour trouver du travail, il lui faut soit des diplômes, soit des moyens financiers, deux choses dont il manque beaucoup à sa sortie de prison. De plus, avec un casier judiciaire comme le sien, Lionel Cardon n'arrive pas à retrouver d'employeur. Le chemin de la rédemption, ou de la contrition, tu appelleras ça comme tu veux, est long. Très long, trop long.
comme il le raconte à un journaliste du Monde. En 2013, alors qu'il est désormais sous le régime de la liberté conditionnelle, il n'en respecte pas les termes, et il sera officiellement en cavale jusqu'à son arrestation le 22 octobre 2015 à Nice. Interrogé, il reconnaîtra par la suite être l'auteur de 2 braquages avec séquestration en 2015. Le premier s'est déroulé le 2 août à Muret. Lionel Cardon, cagoulé et armé, a tiré un bijoutier de son sommeil et l'a forcé à lui ouvrir le coffre de sa boutique. Le second s'est déroulé 3 semaines plus tard à Cesse de façon similaire. Une postière a été agressée chez elle et conduite de force jusqu'à son bureau de poste. Au total, pour ces 2 braquages avec agression, près de 50 000 € ont été dérobés. Lionel Cardon explique que le mobile pour ces 2 braquages, c'était l'argent qu'il comptait utiliser pour ouvrir sa fameuse salle de boxe, mais il retourne donc en prison suite à son arrestation et dans l'attente de son procès. Il est incarcéré en isolement depuis 2017 et a entamé une grève de la faim depuis décembre 2016 pour protester contre l'annulation de son régime de liberté conditionnelle qu'il trouve démesuré et contre l'incapacité de l'État à réinsérer ses détenus de longue durée. Lionel Cardon est aujourd'hui soutenu par un comité de soutien créé en 2017 et par une association qui tente de l'aider dans ses démarches et ses actions en justice. En juin 2018, pour les 2 braquages qu'il a commis en 2015, il a été condamné à 20 ans de réclusion supplémentaire à purger. Lionel Cardon n'était pas présent au moment de l'audience à cause de sa condition physique trop faible puisqu'il avait perdu près de 40 kilos suite à sa grève de la faim. Juste avant que le verdict ne soit rendu, il a été interviewé par La Dépêche, donc je vais vous en lire quelques petits extraits. Avez-vous des regrets, qu'il s'agisse de votre carrière criminelle ou vie de famille ? Si je pouvais, je referais tout autrement. Et ma vie ne serait plus la même. J'ai retiré beaucoup de leçons de mes comportements, mais surtout du chagrin et de la souffrance que j'ai procuré à des gens innocents qui se trouvaient sur mon chemin. Je leur ai fait tant de mal. Ensuite, il parle de son projet de boxe. Qu'est-ce qu'il manquait ? L'aide à la sortie de longue peine. Cet accompagnement n'existe pas. Les moyens financiers et humains qui pourraient être mis en place, et qui ne sont que très modestes, permettraient de lutter contre la récidive. Les mesures de sortie ne sont pas des cadeaux faits aux condamnés, c'est simplement la prise en considération de l'aspect humain. Une peine longue ne peut pas qu'être synonyme de dégâts. Mais quoi qu'il arrive, on s'aperçoit que quand la peine est prononcée, elle est perpétuelle. En fait, le cas de Lionel Cardon, il est intéressant parce qu'il nous fait réfléchir sur la question de la réinsertion de nos détenus de longue durée dans la société. Alors on va être clair tout de suite, c'est un sujet à débat, on ne va clairement pas tous être d'accord sur la question et d'ailleurs je pense que personne n'aura véritablement raison ou tort, on a juste chacun nos points de vue puisque c'est vraiment une affaire d'opinion personnelle. Au fond, la question de la réinsertion pour moi c'est la question de est-ce que quelqu'un peut changer ? Est-ce que véritablement un criminel, un meurtrier peut par son incarcération changer au point de pouvoir réintégrer la société parce qu'il n'est plus considéré comme dangereux. En 2011, le taux de récidive pour les condamnés pour homicide ou pour blessure volontaire, si on exclut les infractions routières, était de 10% selon le ministère de la Justice. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien premièrement, ça signifie que pour une très large part de cette population criminelle, il n'y a pas de récidive à la sortie de prison. Mais est-ce que ça signifie pour autant que notre système carcéral permet la réinsertion de tous les détenus ? Non, vous le savez très bien, certains se radicalisent en prison, et puis d'autres, comme on le voit là avec le cas de Lionel Cardon, se heurtent à de telles difficultés professionnelles lorsqu'ils sortent qu'ils n'arrivent pas à se réintégrer dans la société. Et dès lors, il peut être très difficile pour certains anciens détenus de ne pas retomber dans la délinquance, que ce soit par manque de moyens financiers ou aussi peut-être par colère contre l'État, contre la société, enfin bref, il peut y avoir tout un tas de motifs différents. Il pensait son avenir tout trouver dans la boxe, mais derrière, tout est compliqué, dit son ancien avocat Maître Blasi. Tout s'est écroulé pour lui après l'obtention de son prévôt, lorsque toutes les portes se sont fermées. Il a craqué, commente Édouard Martial, le nouvel avocat de Lionel Cardon. Vanessa Brunet-Ducot, qui est elle l'avocate du couple de bijoutiers qui ont été agressés en 2015, s'interroge « Bien sûr c'est un échec, mais est-ce l'échec de la société ou l'échec psychologique et psychiatrique de cet homme ?» Je n'ai personnellement pas la réponse à cette question, bien sûr. Après, de mon point de vue vraiment purement de psychologue, je m'imagine en tant que psychologue dans le milieu carcéral et qui aurait dû travailler sur le dossier de Lionel Cardon,
Je comprends et je trouve assez justifiée la libération conditionnelle dont il a pu bénéficier en 2013 à partir du moment où en fait ça faisait plus de 15 ans quand même qu'il s'était complètement assagi, qu'il avait arrêté de tenter de s'évader, d'agresser des gens. Il avait vraiment montré un gros changement sur sa personne, beaucoup d'efforts. Il s'était beaucoup investi dans un projet personnel et professionnel. Donc je peux totalement comprendre qu'on se soit dit qu'il pouvait sortir. Maintenant, il y avait aussi, et je pense qu'il fallait prendre en compte sa personnalité extrêmement impulsive et le fait que ce projet professionnel était peut-être fragile, un peu bancal. Je pense que ça aurait dû compter également. En tout cas, si vous vous interrogez sur sa libération alors qu'il avait été condamné 2 fois à perpétuité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France déjà les peines ne sont pas cumulables. Donc ça veut dire que bien qu'il ait été condamné 2 fois à perpétuité, c'est pas comme aux États-Unis où ça fait pas véritablement 2 fois la durée de ta vie qui s'ajoute. Donc il les fait en même temps et en fait la peine de perpétuité en France c'est vraiment quelque chose de très très compliqué en droit pénal dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo sur Pierre Baudin et il faut savoir que c'est quelque chose qui existe mais qui est extrêmement rare. Je crois qu'il n'y a que 6 ou 7 détenus en France qui ont déjà été condamnés à cette peine là et en fait la perpétuité réelle ou incompressible comme on le dit, eh bien elle n'est pas possible parce que c'est contraire aux droits de l'homme. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur Pierre Baudin, donc je vous l'affiche juste ici si jamais vous avez envie de m'entendre en parler un petit peu plus. Alors est-ce que Lionel Cardon aurait quand même récidivé si jamais il avait réussi à ouvrir sa salle de boxe et à devenir un entraîneur? Écoutez, je ne sais pas, moi je ne peux pas vous répondre à cette question parce que je ne l'ai jamais rencontré, donc je peux pas véritablement me faire un avis, mais comme je vous le dis, honnêtement, vraiment d'un point de vue strictement de psychologue, criminologue, je comprends tout à fait qu'on lui ait laissé sa chance à ce moment-là et c'est vraiment dommage. Et je me dis que c'est peut-être parce qu'il a perdu ce projet auquel il se raccrochait et ce moyen de réussir à gagner sa vie qu'il a recommencé. Mais c'est difficile de vous le dire alors que je ne l'ai pas rencontré, donc c'est juste mon avis comme ça. Maintenant, est-ce que le système français, est-ce que la société française redonne véritablement leur chance aux ex-détenus actuellement? Je n'en suis pas sûre non plus. Comment y remédier? J'ai envie de vous dire que j'ai pas la solution miracle. Ce qui est mis en place et qu'on a vu dans le cas de Lionel Cardon, c'est-à-dire mettre des aménagements de semi-liberté, des choses comme ça, pour permettre aux détenus de continuer à quand même être encadrés, surveillés, mais en même temps progressivement reprendre du boulot, se retrouver un logement, se réintégrer dans la société. Je trouve que ce sont des bonnes mesures techniquement, mais visiblement, bon, on voit que ça pêche quand même parce qu'il y a des gros problèmes dans le sens où finalement, si on permet à quelqu'un de ressortir mais que derrière, eh bien il ne peut pas retrouver de travail parce que il y a toujours son casier judiciaire. Il suffit de taper son nom sur internet pour le retrouver n'importe où sur Google. Bah c'est évident que les futurs employeurs ne vont pas avoir envie d'employer des personnes avec un passé carcéral aussi lourd. Ce que je peux aussi totalement comprendre, je veux dire, je veux pas leur jeter la pierre. On peut pas non plus leur en vouloir d'être réticents quand on voit le passé de Lionel Cardon avec des braquages, avec des meurtres, avec des tentatives d'évasion, avec des récidives. Forcément, ça fait peur, ça ne m'étonne pas non plus. Donc on est vraiment sur un dilemme parce que comment est-ce qu'on peut permettre à cette personne qui a peut-être visiblement progressé, qui a un véritable projet, de retrouver du boulot alors que les personnes ne peuvent pas réellement oublier et pardonner ce qu'il a fait. Et finalement, on en revient à cette question que je vous posais au départ, est-ce qu'une personne peut changer? Est-ce que toutes les personnes peuvent changer? Est-ce que cette personne-là peut changer? Et ça, eh bien, c'est de l'ordre des convictions personnelles. Pour en revenir à Lionel Cardon, je ne sais pas s'il y a eu un procès en appel depuis sa condamnation à 20 ans de réclusion là en 2018. J'ai pas réussi à trouver de nouvelles de lui, donc je sais pas si cet appel a eu lieu, si c'est en cours, si ça a été rejeté, enfin je ne sais pas trop. En tout cas, quoi qu'il en soit, Lionel Cardon actuellement est derrière les barreaux, il est incarcéré et aux dernières nouvelles, il serait en train d'écrire un livre sur son parcours.
Alors ça sera probablement un livre très intéressant, je ne sais pas encore ce qu'il racontera dedans, mais j'imagine qu'il va forcément parler de ses incarcérations, de son parcours criminel, peut-être donner son point de vue sur la question de la réinsertion, et puis j'espère peut-être qu'il y aura des petits éléments sur sa jeunesse, sur son adolescence, son enfance, etc. Sur peut-être les tout débuts de son parcours criminel, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus et je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant dans la compréhension du passage à l'acte. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est une affaire à suivre puisque je pense que ce livre sortira assez prochainement. Donc ça va être vraiment intéressant d'essayer d'en connaître un petit peu plus et d'avoir, ma foi, sa version des faits. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et peut-être amené à penser et à réfléchir à certaines questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et puis à me le notifier dans les commentaires et puis à vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Je voudrais aussi dire un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps d'aller faire un tour sur mon compte Utip et aussi... j'en profite pour faire passer un petit message. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Je vous le dis en vidéo parce que l'application, enfin le site internet de Utip fonctionne hyper mal et au niveau de la messagerie, j'arrive jamais à accéder, je suis pas notifiée quand je reçois des messages. Donc si jamais vous m'avez écrit directement sur Utip, il est tout à fait possible que je n'ai pas vu votre message ou que je n'arrive pas à ouvrir la boîte de réception pour vous répondre. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui m'avaient fait des dons et qui regardent des publicités, etc. pour moi. Et ça m'énerve de ne pas pouvoir vous répondre. Et sachez que je ne vous snob pas, c'est juste que je galère. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Vous êtes incroyables. Moi je vous dis à vendredi puisque je vais faire une toute petite pause, il n'y aura pas de vidéo mardi prochain parce que je m'absente pendant le week-end. On a enfin la possibilité de revoir un peu de famille depuis toute l'épidémie et le confinement, etc. Donc on va en profiter un petit peu et je sais que du coup je n'aurai pas du tout le temps de terminer le montage de la prochaine vidéo avant mardi, donc je préfère la repousser à vendredi. Mais écoutez, je vous dis quand même à très vite, du coup on se retrouve dans une semaine, je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3,